540 000 hommes par an, 45 000 par mois, 1480 par jour, 62 par heure, soit 1 toutes les minutes, ou environ toutes les 58 secondes. Dans le monde, un homme se suicide toutes les 58 secondes. Pas toutes les 58 secondes depuis hier, depuis que tu as lancé cette vidéo. Le taux de suicide chez les hommes est 3 fois plus élevé que chez les femmes. 3 fois. Et pourtant personne n'en parle. Petit disclaimer dans cette vidéo, c'est la première fois que je fais un format aussi long, donc il se peut que j'ai mes notes, parce que c'est compliqué d'avoir tout en tête, surtout qu'il y a pas mal de données scientifiques. Donc voilà, je m'excuse d'avance. 78% des consultations chez un psychologue sont initiées par des femmes. Ça veut dire que dans une salle d'attente, sur 10 personnes, il n'y a que 2 hommes. Seulement 25% des hommes français ont poussé la porte d'un psychothérapeute dans leur vie, contre 35% pour les femmes. 6 hommes sur 10 ont déjà eu un trouble psychique au cours de leur vie, mais seulement 30% d'entre eux ont consulté un professionnel pour ça. 79% des hommes estiment que la santé masculine est un sujet tabou en France. Ils le savent, mais ils se taisent quand même. Le fait de ne pas parler n'est pas une question de courage ou de lâcheté, c'est une construction. Dès l'enfance, on apprend aux garçons que montrer sa douleur, c'est perdre. Fort, viril, stoïque, un homme ne se plaint pas, il encaisse, il agit. Ces messages profondément ancrés dans la psyché de chacun façonnent la perception que les hommes ont de leur propre santé mentale. Mais ce n'est clairement pas la bonne. La douleur est amplifiée. Résultat, des hommes consultent tardivement avec des problématiques qui sont déjà très engagées sur le plan psychologique. Mais parlons de toi. Combien de fois tu as dit ça va et pas ça ne va pas à un copain? Le ça va automatique, on l'a tous. Tenir, accumuler, faire semblant que ça roule, à un moment le corps rend la note. Après l'intervention de Stromae sur un plateau télévisé, où il parle de sa dépression, le numéro composé 3114 a vu une augmentation de 13%, juste parce qu'un mec connu a expliqué que moi aussi j'ai craqué. Cette plateforme téléphonique, c'est 600 appels par jour en moyenne, et depuis sa création en novembre 2021, c'est 110 000 appels. Ce coup de projecteur de Stromae était donc le bienvenu pour libérer la parole, et ça a marché. Oui, ça a marché, mais ce qui est important, c'est pourquoi ça a marché. Si ça a fonctionné de cette manière, c'est parce que la parole de Stromae, elle est brute. Il cherche pas à euphémiser, à adoucir son propos. Il parle pas de mauvaise passe ou de petite déprime. Non, il parle de pensée suicidaire. Il utilise les mots exacts pour définir ce qu'il a ressenti. Et ça permet au public de s'identifier et de prévenir les pensées suicidaires, justement. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Papageno. Et c'est ça la puissance de la parole masculine. Et c'est exactement ce que je veux faire avec cette vidéo. Mais avant de te parler de ce que j'ai vécu, j'aimerais qu'on comprenne ensemble ce qui se passe psychologiquement et physiquement dans le corps quand tu accumules trop longtemps. Parce que ce que tu peux ressentir en ce moment, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est de la biologie. Acte 1, le stress aigu vs le stress chronique. Le stress aigu est mobilisateur. Il focalise l'attention, met les sens en éveil, et une fois la pression redescendue, tout revient à la normale. Le stress chronique, lui, est tout à fait différent. C'est une exposition prolongée et répétée qui maintient le corps en mode alerte. Sauf que tout ça, ça a des conséquences. Imagine ton corps avec une alarme incendie. Le stress aigu, c'est l'alarme qui sonne. Tu éteins le feu et tout revient à la normale. Le stress chronique, c'est différent. C'est cette même alarme qui sonne pendant des mois, voire des années, sauf qu'à un moment donné, le système s'épuise. Et le système, c'est toi. Acte 2, le cortisol. Face à un stress, l'hypothalamus s'active et envoie des données aux glandes surrénales. Ces glandes surrénales libèrent alors du cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol fournit alors de l'énergie d'urgence aux muscles et au cerveau. C'est la réaction combat ou fuite que tu as peut-être déjà entendu parler. C'est utile. Le problème, c'est quand ça dure trop longtemps. Quand le cortisol est chroniquement élevé, il vient perturber les circuits de récompense. Tout ça peut mener à ce qu'on appelle l'apathie ou l'anédonie. Et c'est exactement ce que j'ai vécu il y a peu. Les choses qui me procuraient du plaisir, comme le sport, les sorties, les amis ou encore le business, même tout ça, ça ne me faisait plus rien. Je pensais que c'était la flemme, mais en réalité c'était juste mon cerveau qui souffrait. Acte 3, les zones du cerveau impactées. Le stress chronique cible 3 régions du cerveau: l'hippocampe, le cortex préfrontal et l'amygdale. Le cortisol en excès endommage l'hippocampe, qui est en partie responsable de l'apprentissage et de la mémoire. C'est à ce moment-là que vous avez des difficultés de concentration. T'as l'impression d'être dans le brouillard, de ne pas arriver à faire de choses très simples. Et en fait, c'est pas que dans la tête, c'est simplement l'hippocampe qui réfléchit à cause du stress. Le stress chronique ralentit l'activité du cortex préfrontal, altérant la prise de décision, la résolution de problèmes, la concentration et la planification. C'est cette sensation où tu procrastines tout, jusqu'à étendre ton linge, faire ta vaisselle, ou éventuellement te faire à manger. Tu tournes en rond, comme j'ai pu l'être. Sous stress chronique, l'amygdale se dérègle. T'es irritable pour rien, le moindre petit truc te fait péter un câble, t'es en hypervigilance constante, et le moindre problème te semble insurmontable. C'est ton amygdale qui est coincé. Acte 4, le cercle vicieux. Le problème avec tout ça, c'est que tu perds de l'énergie à être en stress, et le moindre petit truc, tu n'as pas l'énergie disponible pour pouvoir le gérer. C'est une spirale. Et si t'as pas appris à en parler, tu gardes tout, et ça fait une boule de nerfs. Le problème, c'est que la spirale s'accélère à force. J'ai laissé cette spirale tourner beaucoup trop longtemps, et le problème, c'est que j'en ai payé la note il y a peu. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Tout commence il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, je perds mon oncle d'une pathologie que beaucoup connaissent.
mais je vais pas trop en parler. Et en parallèle de ça, mon grand-père a un cancer. Et donc je fais un peu le yo-yo entre les deux, puisque ma grand-mère ne peut pas tout gérer toute seule. Donc je m'occupe à la fois de mon oncle et de mon grand-père. Et malheureusement, j'ai perdu mon père quand j'étais petit, j'avais 6 mois. Donc il y a personne d'autre à part moi qui peut prendre les rênes de cette charge-là. Mon grand-père fait pas mal de complications, il est plusieurs fois envoyé en soins intensifs, en réanimation pour être plus précis, puisqu'il a fait des complications à la maison, comme des hémorragies. Donc je vous laisse imaginer l'état. Et puis mon oncle finit par décéder, donc je m'occupe de mes grands-parents, je m'occupe des papiers, etc. Je m'occupe de tout ça, quoi. Et puis le cancer de mon grand-père arrive à un stade où tout s'améliore. Sauf que les problèmes ne s'arrêtent pas là, c'est au tour de ma grand-mère de faire des complications, et je vais dans les grandes lignes tout de suite, comme ça je m'attarde pas trop sur ces sujets-là, mais ma grand-mère est souffrante d'une insuffisance rénale depuis très longtemps. Sauf qu'en l'espace de quelques mois, son état se dégrade très vite. Elle est envoyée plusieurs fois à l'hôpital, elle souffre beaucoup d'être à l'hôpital, d'être loin de son mari, donc je décide, et nous décidons ensemble, qu'elle vienne à domicile, pour une hospitalisation à domicile. Comme je vous disais, l'état se dégrade très rapidement, elle est vite mise sous oxygène et sous... je sais plus exactement les termes, mais c'est des médicaments qui permettent de pas souffrir, je sais plus les termes. Sous anesthésie, c'est ça le terme, une espèce d'anesthésie, morphine, etc. Et en fait, plus les semaines passent et plus on voit son état se dégrader. Et à ce moment-là, en fait, je suis là tous les jours parce que mon grand-père a pas les capacités physiques de s'occuper d'elle. Par exemple, je sais que je la porte pour qu'elle aille aux toilettes, je la porte pour qu'elle fasse un tas de trucs, en fait. Je lui donne ses médicaments le matin, je la nourris, je suis là tous les jours, quoi. Et puis le problème, c'est que je suis un peu obligé de mentir à la famille, en leur disant pas totalement toute la vérité, surtout à mon grand-père. Mon grand-père, je lui dis pas totalement la vérité au départ. Et le pire dans tout ça, c'est que je mens à ma grand-mère, en fait. Je mens à ma grand-mère parce que je lui dis que tout va s'arranger, que ça va aller. Alors que, en fait, son sort est condamné depuis un moment, je le sais. J'appelle les médecins et ils me le disent. Le rein va lâcher, les poumons vont lâcher et ce sera autour du cœur. Enfin, globalement, c'est ce qui s'est passé. Et puis un après-midi, nous étions dans la cuisine. J'avais été voir ma grand-mère quelques minutes auparavant et quand je décide d'aller la voir, elle a lâché. Elle a lâché, son esprit n'est plus là, son corps a arrêté de se battre. Elle qui, après avoir perdu ses 2 enfants, encaissé le cancer de son mari et perdu l'entreprise familiale, elle décide de nous quitter. Donc je m'occupe en grande partie de tout ça. Et puis j'enfouis tout ça. Je suis à fond dans le boulot à ce moment-là, ça commence à bien marcher. J'ai mes premiers succès. Je sors, je voyage, je fais mon premier voyage aux États-Unis. J'avais pas de passeport de base, merci Mathis. C'est la première fois que je sors vraiment du pays. Je fais aussi un voyage en Serbie, ça marche bien. Et puis je transitionne entre mon appartement et la maison dans laquelle je suis actuellement. Et c'est curieux parce que j'avais une petite période de down, et puis j'ai été prié. J'ai demandé des choses et je les ai eues. Donc j'ai eu un changement personnel, mon business marchait bien, je rencontre quelqu'un et je me dis mais c'est génial, tout va bien, tout roule, la terre me porte plus, tout est fantastique. Sauf que ça n'a pas duré. Début du mois, je me sépare de la personne avec qui j'étais, pour des raisons que je n'évoquerai pas ce soir. Et en fait, même avant ça, la descente aux enfers avait commencé. Le business commençait à chuter, je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire. Le passé revenait, ce que j'avais enfoui avec ma grand-mère, mon grand-père et mon oncle refait surface. Et j'avoue que c'est une période qui est pas très compliquée, qui est très compliquée, pardon. Et je ressasse. Et je finis ça finit par s'arrêter avec ma copine. Et en plus de ça, je vais plus au sport parce que j'ai une douleur à l'épaule. Donc j'ai plus ce moyen d'extérioriser. Et pour couronner le tout, il y a 2 semaines, je fais un pneumothorax. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un pneumothorax, c'est un décollement du poumon. En fait, le poumon se décolle de la plèvre, c'est très douloureux. Et donc, je suis hospitalisé pendant 1 semaine. Et pendant 1 semaine, c'est l'horreur. C'est la descente aux enfers, je touche le fond vraiment, je me pose beaucoup de questions sur ce que je veux faire, etc. Et j'ai l'impression que le ciel me tombe dessus. Je cherche des réponses alors que, en réalité, il n'y a pas vraiment de réponse à proprement parler. Et puis nous sommes là, aujourd'hui. Il faut savoir que de base, depuis le début du mois, j'ai envie de rien. Mais vraiment rien. Je n'ai de goût à rien, j'ai envie de voir personne. Enfin, c'est vraiment problématique. Mais il y a un truc qui me vient en tête quand je suis à l'hôpital, bloqué sur mon lit, c'est que j'ai envie que tout ce que j'ai appris là, j'ai envie que ça serve. Ça serve pour mon moi du futur, pour mes potentiels enfants, mais surtout pour aider des jeunes hommes qui sont à peu près de près ou de loin, dans la même situation que moi. Non pas que je n'ai pas envie d'aider les jeunes femmes, mais j'ai pas la prétention de tout connaître, tandis que chez les hommes, j'ai
j'ai un peu plus de matière. Et donc on vient en fait aux recommandations. Les recommandations, elles sont pas terribles, parce que j'apprends encore à passer outre tout ça. Et pour être totalement honnête, ce sont des recommandations que j'ai moi-même essayées, qui viennent de conseils d'amis, de conseils de proches, qui viennent aussi de beaucoup de recherches que j'ai effectuées lors de mes dernières semaines. Et donc du coup, je vais prendre mes notes. En premier lieu, je dirais qu'il faut accepter. Il faut accepter l'état mental. Ça fait partie du processus. Être mal, c'est normal. Et lutter comme j'ai pu le faire depuis des années, ça ne sert pas. Tôt ou tard, le corps finit par lâcher. Je pensais pas, je pensais que j'étais plus fort que les autres, je pensais que j'étais capable de tout encaisser. C'est faux. Voir des amis ou des proches le plus possible. C'est vrai que ça m'a fait du bien. Mettez votre téléphone dans la poche et vous profitez des moments que vous avez avec vos proches et vos amis. Ça permet de mettre le cerveau en mode off et de vraiment extérioriser. Continuer ou commencer une activité physique. Ça a été l'enfer. Ça a été mon pire problème depuis que tout a commencé à foirer. Ça fait plus de 5-6 mois que je peux pas m'entraîner parce que j'ai une douleur à l'épaule. Et là, même encore aujourd'hui, avec le poumon et l'épaule en plus, parce que l'épaule est toujours pas réparée, je peux pas faire de sport. Je peux pas faire de sport et c'est l'horreur. Allez voir un professionnel. Je suis de la team, les professionnels ne servent à rien. J'en ai vu quand j'étais enfant. Quand j'ai perdu mon père, ma mère m'envoyait voir un psychologue. J'ai jamais vraiment apprécié. Mais aujourd'hui, avec l'âge, je peux vous dire que ça aide vraiment. Et aller voir un professionnel, ça peut être tout, hein. Mais une personne tierce qui va vous écouter. Psychologue, EMDR, hypnothérapeute, etc., etc. Il y a un tas de choses. Ce qu'il faut faire, c'est essayer et tester, voir ce qui vous plaît ou pas. Passer du temps seul avec ses pensées. Je sais que c'est contre-intuitif avec ce que j'ai dit au départ, mais se retrouver seul avec ses pensées, ça permet de câbler, de faire ses propres schémas de pensée et de comprendre où sont ses propres erreurs. Laisser au cerveau la possibilité de trouver ce qui n'allait pas et ce qui peut aller par la suite. Surtout, un autre conseil, évitez les réseaux sociaux. Vous pouvez y aller de temps en temps, mais ne faites pas comme moi. J'ai passé des semaines, des jours, je dis des semaines parce que j'ai au moins passé 2 semaines, à être allongé sur mon canapé, à scroller 8 heures par jour. Je connaissais Instagram par cœur, toutes les trends, etc. C'est le pire truc à faire. Le pire truc à faire. Vous vous sentez vide, c'est une horreur. Le dernier conseil que je vous donnerai, c'est celui que j'applique en ce moment, c'est faire des choses pour moi. Je vous donne ce que moi je fais, je me rase. J'aime beaucoup me raser. J'ai un rasoir de sûreté, j'ai un blaireau, j'ai ma propre mousse à raser, et j'avoue que ça me fait du bien. Je vais cuisiner aussi, me faire des bons petits plats, etc. Je vais prendre soin de moi. Ça, c'est le top. La récupération, c'est de la satisfaction pratiquement instantanée, mais c'est pour soi. J'en ai fini avec les recommandations, mais pour être totalement honnête, il n'y a pas de remède miracle. Je sais que peut-être que t'attends une réponse, une pilule qui te donnera l'effet escompté. L'effet escompté, quand je dis effet escompté, c'est aller mieux du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est impossible. Et d'un point de vue spirituel, je dirais que si t'es dans cette configuration-là, c'est parce que tu dois être dans cette configuration-là. Je dis pas que c'est agréable, et je dis pas que ça va durer toute ta vie, loin de là. Mais si t'es dans cette configuration-là, c'est que tu dois l'être. Et pendant le temps que t'es en bas, profites-en pour ramasser 2-3 trucs sur toi, sur ce que t'as appris. Et enfin, dernier point, et celui-là, il est, je pense, le plus important, c'est d'essayer de se soutenir le plus possible. Et c'est pourquoi je t'invite à te livrer dans l'espace commentaire ou éventuellement par mail de ta situation actuelle. Et je suis sûr qu'on aura un élan, tous, autant que nous sommes, moi le premier, à répondre et à te donner des conseils sur ta situation actuelle dans les commentaires ou bien par mail. Moi, je te répondrai par mail, il n'y a aucun problème. Et je terminerai sur ce point en particulier qui me tient vraiment à cœur. Cette vidéo, elle est faite, comme je le disais, pour mon moi du futur, éventuellement mes enfants, ou pour des jeunes qui traversent des choses qui sont similaires aux miennes. Mais je voudrais qu'elle serve aussi d'élan à tous ceux qui la regardent d'un point de vue extérieur et qui ne sont pas impactés par ces choses-là, pour aller vers des gens qui, eux, le sont. Si je prends un exemple pour être plus clair, vous avez dans vos proches quelqu'un qui traverse une situation de près ou de loin similaire à la mienne, et vous savez qu'il va pas bien. Allez, profitez-en pour aller le voir. Profitez-en pour en discuter avec lui. On sait jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues où je parle face cam, mais j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé de près ou de loin, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Quentin.